Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Pen Thunder, le seul podcast français sur la franchise d'OKC. C'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver une semaine environ après la draft pour parler du choix 10 d'OKC, Cason Wallace, pour parler de notre futur rookie. Aujourd'hui, je suis en ligne avec Constant, comme d'habitude. Comment ça va, Constant? Très bien, puisque le Thunder n'a pas drafté Bilal Koulibaly. Un grand moment. Will Dawkins, la petite taquet gratuit. Non, mais Will Dawkins a empêché Sam Presti de monter en 7. Bon, après, est-ce que ça aurait été pour piquer réellement Bilal Koulibaly? On ne sait pas, mais on est là pour parler du nouvel arrivant. On est là pour parler de Cason Wallace. Et en plus, on est en très bonne compagnie avec quelqu'un qui saura nous parler très bien du nouvel arrivé et du futur rookie pour le Thunder. Qu'il a encore plus vu que nous, je pense. Parce qu'aujourd'hui, on a un spécialiste draft et scouting avec nous. Vous l'avez sûrement lu sur Café Crème Sport, mais vous l'avez peut-être aussi entendu sur Le Trèfle, qui est un podcast comme le nôtre, mais pour les Celtics. Donc n'hésitez pas à aller écouter. Là, en plus, ils sont pas mal dans l'actualité. C'est Titouan. Comment ça va, Titouan? Et merci beaucoup d'être venu, du coup. Ça va très bien, puis merci à vous pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de parler de prospects, et encore plus quand c'est des prospects qu'on aime bien. Donc un grand plaisir. En plus, ça va être l'occasion de tacler un peu Calipari. On ne manque jamais une occasion de tacler Calipari. Bien sûr, mais moi je me frotte les mains déjà. Enfin, je me suis déjà épuré les yeux en regardant Kentucky parce que les systèmes de Calipari, voilà. Mais je dis bon, tu vas pouvoir le défoncer en podcast, c'est quand même très agréable et c'est pas assez souvent fait. On ne le fait pas assez souvent. On va en reparler ça dans l'épisode un peu du contexte Kentucky, mais j'ai l'impression que c'est un sport national pour les scouts de tacler Calipari, honnêtement. International même, tous les pays. All my homies détestent Calipari. Du coup, aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler uniquement de Cason Wallace, sélectionné il y a une semaine en 10 par OKC, avec le pic de Dallas. En effet, on est monté pour pouvoir le sélectionner. Avant de se plonger un petit peu dans son jeu, dans ses qualités, etc., je vais d'abord faire une très rapide biographie, je vais garder un petit peu la parole. D'abord, Cason, comme il a l'air de vouloir qu'on dise, apparemment. Il vient de Texas, comme on l'a vu sur sa veste à la draft. Très belle veste, d'ailleurs. On souligne. On a parlé pas mal de style avec Constant à la draft, on le souligne. Grady Dick était mieux, mais ça, c'est. Ouais, ça, c'est sûr. Donc, il vient de Texas. Au niveau familial, ce qu'il y a à noter, c'est que son frère joue en J-League, Caton Wallace. Il joue pour les Ontario Clippers. Il a été non drafté en 2021. Alors, je sais plus de quelle fac il est sorti, mais il a été non drafté et il joue actuellement en J-League. Donc, ça lui fera peut-être qu'il le retrouvera à un moment NBA ou peut-être en J-League, d'ailleurs, on en parlera peut-être ensuite. Dans sa jeunesse, Wallace, très vite, il a été considéré comme un très bon joueur. Il a fait son high school à Richardson, dans le Texas, bien sûr. Il a gagné pas mal de trophées individuels. Prospect très vite du niveau national, recrue 5 étoiles comme l'un des meilleurs de la QV, notamment dû des bonnes perfs en high school et aussi en Nike EYBL. Ouais, j'ai réussi à le dire du premier coup. Il va finalement à Kentucky. Pour le meilleur et pour le pire, j'ai envie de dire, on va le voir. Cette saison, d'un avis plutôt global, il a été plutôt bon, il a su montrer certaines qualités, on va en parler, notamment défensivement, malgré un contexte assez particulier à Kentucky, avec de la concurrence, avec des systèmes, comme tu l'as dit, Constant, pas toujours pour lui. Il a eu aussi quelques blessures cette année à mentionner, apparemment à la cheville, un petit peu au genou et au dos, qu'il a pas mal handicapé sur la fin de saison, d'après les scouts et les insiders. Quelques infos en plus sur lui pour finir, issu du Combine. Donc il est né en 2003, je crois que je ne l'ai pas dit, donc là c'est très jeune, même pour cette draft. Il fait environ 1m88 à 1m90 selon les mesures, annoncé à 88 kg apparemment, et il aurait une envergure assez grande, de pas loin de 2m5, donc très grand bras pour Cason. Et donc on est face, vous l'avez compris, à un guard de assez petite taille, donc on va pouvoir analyser ça. Titouan, d'abord, je vais te donner la parole. Quand on va voir Cason Wallace dans très peu de temps en Summer League et ensuite en la saison NBA, qu'est-ce qui va un petit peu nous sauter aux yeux? Quelles qualités vont ressortir directement avec lui? La défense. Clairement, la défense, c'est un pitbull défensif et il est incroyable. Enfin, défensivement, en termes d'énergie, on en parlait un peu en off. Il me fait un peu penser, alors en moins tanké physiquement, mais un peu à Marcus Smart. C'est ce genre de pitbull défensif qui va mettre tellement d'énergie, qui va pouvoir défendre des gars qui sont plus grands que lui et où tu te dirais, voilà, un guard d'1m90, jamais il va pouvoir défendre ces gars-là. Et en fait, il a
ce parfait mélange entre IQ défensif, donc vraiment l'intelligence défensive, et l'intensité qui fait que ouais, c'est un défenseur incroyable et c'est clairement sa qualité première et c'est la chose. En plus, c'est vraiment la partie du jeu que les fans adorent. En principe, un fan qui voit un jeune qui arrive, qui se donne à fond en défense, souvent ça clique tout de suite et clairement, ouais, c'est la défense, que ce soit sur l'homme ou la défense collective, c'est clairement sa marque de fabrique. Oui, pas grand-chose à ajouter. C'est sûr que défensivement, tu vas avoir de belles choses. C'est principalement, encore une fois, je l'avais dit pour Shuttlegram l'an dernier, mais un prospect à qualité et à vocation défensive. Après, on a vu sur ses passages à Kentucky que ce n'était pas uniquement un défenseur, qu'il avait des qualités d'attaquant aussi, ce qui fait que pas mal de scouts, notamment Sam Vecini, le considèrent comme l'un des prospects les plus safe de cette draft 2023 parce que tu sais globalement ce qu'il va t'apporter, en tout cas d'un côté du terrain. L'upside se trouve de l'autre côté du terrain, mais tu as quand même de belles garanties. Après, défensivement, ouais, très intéressant. Moi, je trouve que la comparaison avec Marcus Smart est logique parce qu'il y a beaucoup de points sur lesquels les joueurs se ressemblent. Pitbull défensif, premier à jeter la tête sur les balles à 50-50, mais peut-être si on parle vraiment de niveau défensif, sans trop s'avancer dans les comparaisons, pour moi, il est peut-être un poil en dessous. Peut plus se comparer à un joueur comme dit Anthony Melton. Et au niveau de la taille, d'ailleurs, il fait la même taille, pour donner un exemple aux gens, il fait la même taille que Davion Mitchell, il fait la même taille que Davion Lillard, bien sûr, il fait la même taille que Davion Lillard. Enfin voilà, que ses guards un poil plus petit que le guard NBA comme les Russell Westbrook, les Stephen Curry. Mais voilà, il est dans ce range un peu plus petit, mais de l'avis de tous, dont moi, c'est un joueur qui paraît jouer beaucoup plus grand que sa taille, notamment défensivement. Ouais, bien plus physique que sa taille n'y paraît, grande envergure en plus qui aide bien. Mais ouais, tu l'as bien dit globalement, même tous les deux, physiquement, avec les qualités qu'il a et l'énergie qu'il met et l'intelligence qu'il a, il compense un peu son déficit de taille et déficit physique. C'est pas le joueur le plus athlétique non plus, on y reviendra, mais il va vite, il est très combatif, il a les mains très actives, que ce soit on-ball ou off-ball, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment mentionner. Non, bah, concrètement, on va parler défense forcément quand on va parler de Cason Wallace parce que on l'a dit pendant le live à la draft, c'est l'un des meilleurs sur les postes extérieurs défensivement, notamment en point of attack, tu peux déjà un petit peu projeter pour prendre le meneur adverse, etc., pour passer à travers les écrans, que ce soit on-ball ou off-ball d'ailleurs. Et ouais, j'ai été surpris de sa résistance en fait physique, vraiment de comment il gère les impacts, comment il passe à travers les écrans, comment sur les drives il résiste aux gars, enfin vraiment très impressionné de ça. Pour toi, Titouan, quel poste il va vraiment pouvoir défendre en NBA? Quel rôle il pourra avoir défensivement? Est-ce que ça sera vraiment ce joueur à la Patrick Beverley que tu mets sur le meneur presque en tout terrain et que tu dis embête-le au maximum? Est-ce qu'il y a plus de rôles que ça sur lequel on pourra le voir? Qu'est-ce que tu prévois? Alors, en termes de poste, pour le coup, même si je trouve qu'il peut défendre des gars qui sont un peu plus grands que lui, je pense qu'en NBA, il pourra pas défendre des ailiers NBA. Enfin, les ailiers NBA sont quand même beaucoup plus grands. Ça me paraît très compliqué. Par contre, tu sais que tu as potentiellement un des meilleurs, enfin, pour moi, le meilleur défenseur de la QV, défenseur extérieur, pardon, de la QV, et tu auras un des top 5 meilleurs défenseurs extérieurs de la NBA, je pense, si tout se passe bien, sur les postes 1-2. Sur les postes 1-2, il va te faire un chantier de fou. Et moi, ce que j'adore avec Cason Wallace, on en reparlera sur la partie offensive, mais c'est aussi valable sur la partie défensive, c'est que c'est un gars que tu vas pouvoir utiliser dans plusieurs schémas défensifs, dans plusieurs scénarios. Parce que c'est un gars qui, défensivement sur l'homme, est incroyable. Il a une gestion des appuis, une vitesse de rotation des appuis qui est incroyable. Et bon, il est bien aidé par son centre de gravité, du coup, qui est assez bas. Mais du coup, tu peux le faire défendre, comme tu l'as dit, en point of attack, donc vraiment sur le porteur de balle en premier défenseur, en premier rideau. Mais tu peux aussi l'utiliser en fonction de ce que tu as en face. Tu peux aussi l'utiliser en tant que défenseur. On parlait de Smart, un peu. Smart était parfois utilisé comme ça, en tant que second rideau, entre guillemets, en tant que défenseur off-ball, qui va gêner les lignes de passe, qui va gérer les rotations, qui va s'occuper un peu de tout le truc qu'il y a autour des gars qui vont avoir le ballon dans les mains. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu peux à la fois l'utiliser en défense sur l'homme, mais aussi en défense off-ball où il est aussi un excellent intercepteur, enfin
un des meilleurs intercepteurs de la QV. J'ai pas ses stats en tête, je peux vous trouver ça rapidement, mais Il a 2 steals, par match et si tu prends Voilà. les stocks, chers à Adam Spinella, de Box and One, qui est les comptes plus les interceptions, il est à 2,5 stocks par match, qui est l'un des totaux les plus élevés, en NCAA cette saison. donc voilà. En termes discipline, peut-être Constant, est-ce que tu as pu regarder un petit peu? Parce que là, on parle d'un joueur très agressif, très dans l'énergie, qui du coup va beaucoup gratter de ballon. Est-ce qu'il arrive à faire ça sans faire beaucoup de fautes? Est-ce qu'il fait pas trop d'erreurs des fois à se jeter, justement? Est-ce qu'il est toujours concentré, etc.? J'ai ma réponse, moi, personnellement, mais je te demande ton expertise là-dessus. Bah, en fait, le truc, c'est que quand tu regardes la défense de Cason Wallace un peu plus dans le détail, tu te rends compte de pourquoi le Thunder l'a drafté. Parce qu'il défend un petit peu comme le Thunder a défendu l'an passé, savoir très agressif sur le porteur. Je vais pas répéter ce qu'a dit Titouan, mais effectivement, sur la défense on-ball, c'est un défenseur sensationnel. Il y a un point que moi je voudrais souligner, c'est sa capacité de rim protector pour un guard qui fait 1m88, notamment sur les aides. Je trouve qu'il a des bonnes notions vraiment de protecteur de cercle, alors que le gars fait 1m88. On verra en NBA ce que ça va donner. Après, au niveau des postes, au niveau de l'agressivité, on l'a vu défendre des 3, notamment contre Kansas, où il a pas mal défendu de poste 3. Ce sera pas la même, effectivement, comme l'a dit Titouan, une fois arrivé sur des postes 3 élites en NBA. Peut-être qu'il défendra des 3 pas élites, mais dès que tu vas arriver sur du ailier vraiment qui font partie des top scorers, ça va être trop compliqué. Déjà, un joueur comme Devin Booker, par exemple, qui fait 8 cm de plus que Cason Wallace, je demande à voir ce que ça va donner défensivement. Voilà, les appuis sont énormes. Je ne vais pas tout dire sur sa défense, mais les mains très actives. Au poste, il est très bon, les aides très bons. Après, voilà, si on revient sur la discipline, peut-être la navigation entre les écrans, où parfois il est très pas très orienté, mais en tout cas, il est beaucoup sur l'interception. Moi, je le trouve rarement battu sur le jeu off-ball, mais c'est vrai qu'il pourrait avoir parfois un peu plus de discipline. Peut-être un peu moins rich sur certaines occasions, notamment sur les drives où il tente souvent l'interception, que ce soit avec d'intercepter la balle, soit de dévier la balle pour que ensuite ce soit une loose ball recovery. Mais c'est rien de particulièrement choquant, c'est juste des petits points qui font gommer, mais qui n'a rien, enfin qui ne dénote absolument pas, ou en tout cas qui ne déteint absolument pas sur la qualité défensive du profil, parce que peut-être le meilleur défenseur extérieur de la QV. Je trouve que Anthony Black se démène pas mal. Après, Anthony Black a des mensurations beaucoup plus grandes, donc c'est peut-être plus intéressant au niveau de la taille. Mais en tout cas, défensivement, tu as probablement l'un, si ce n'est le meilleur défenseur extérieur, est un profil que tu as rarement vu, très honnêtement, dans les QV récentes en loterie, un joueur qui défendait aussi bien pour son poste. Il n'y en a pas eu tant que ça ces dernières années. Davion Mitchell, peut-être? Et encore? Davion Mitchell. Davion Ouais. Mitchell était quand même un très fort défenseur. Ouais. Mais c'est le seul exemple qui me vient en tête. Je le vois bien d'ailleurs. On était un peu lancé dans les comparaisons. Je trouve la comparaison défensive avec Davion Mitchell est pas mal. Je trouve. Ouais, bien sûr. Qui colle bien au corps sur l'homme à homme. Et alors, je pense que Cason Wallace, je le trouve un peu meilleur sur le off-ball, même si c'est vrai que, comme tu le disais, Constant, il est parfois. Il gamble un peu sur ses interceptions parfois. Mais pour le coup, je pense que c'est. Enfin, j'aime à penser que c'est un peu la jeunesse, c'est le côté veut faire un peu l'exploit, le big play défensif. Je pense que cadré dans un effectif NBA, il va gamble 2 fois, 3 fois, et au bout d'un moment, quand le coach va lui dire non, par contre, la prochaine fois, tu restes en place et tu le fais que si tu es sûr de toi, je pense que ça va rentrer dans le rang. Ouais, parce que en plus, honnêtement, OKC, bon là, il n'y avait pas les joueurs qui le faisaient forcément, mais c'est pas une équipe, je trouve, qui gamble énormément et qui, au contraire, est énormément dans les rotations. Et si tu gambles, tu te mets vite dans la merde dans les rotations défensives. Et donc, tu peux, typiquement, comme tu l'as dit, te faire reprendre assez rapidement, je pense par coach Denault. Mais à voir, effectivement, ça peut apporter un plus. Et j'aime bien, en fait, de tout ce que vous m'avez dit, et notamment, Constant, quand tu as ajouté qu'il était bon au cercle. Pour moi, s'il est bon partout comme ça, c'est que au-delà de l'envie qu'on a mentionnée dès le début, et que c'était, même lui il l'a dit, c'est un dog, voilà, il a vraiment envie de défendre, etc. Il est vraiment dans cette optique-là. Ça va être un peu une mentalité à la Dort aussi, qu'on va retrouver. Mais au-delà de cette envie,
le gars a des skills défensifs, en fait. Concrètement, c'est pas juste qu'il est physique. Le gars sait se placer, le gars sait sauter droit et vertical, sait mettre ses bras correctement, sait impacter le joueur avec son torse, sait passer à travers les écrans, vous l'avez dit. Enfin voilà, il y a des vrais skills défensifs qui, pour le coup, là, encore une fois, vous l'avez dit, j'ai rarement vu en tant que rookie depuis pas très longtemps, là. Depuis longtemps, et ça fait un moment que j'avais pas vu ça. Mais au-delà de ça, je trouve, alors il y a la partie physique, je pense que Constant, tu voudras revenir dessus, mais je pense qu'il y a quelque chose qu'on sous-estime énormément quand on juge la défense d'un joueur, c'est la partie mentale, mentale et intelligence de jeu. Et en fait, c'est là où Cason Wallace, il est fort, c'est qu'il a une mentalité, enfin, il a un mindset et surtout des lectures de jeu défensives qui sont incroyables. Et alors, comme on l'a dit, même si des fois il gamble pas mal, c'est un gars qui est très intelligent et qui va pouvoir s'adapter, qui va pouvoir analyser les schémas de jeu et savoir à quel moment il doit switch, à quel moment il doit venir aider, à quel moment il doit se rapprocher de son adversaire, à quel moment il doit lui laisser un peu plus de champ pour voilà, le trapper un peu. Enfin, il y a énormément de choses comme ça. Et en tant que fan des Celtics, je sais ce que c'est. Avoir un joueur qui a les outils physiques pour être un bon défenseur, coucou Jaylen Brown, c'est quelque chose. Mais mettre après le IQ pour être vraiment un bon défenseur, c'est autre chose. Et je trouve que Cason Wallace a ce bon mix en fait entre le IQ défensif et les qualités physiques, même si comme tu l'as dit, c'est pas le plus grand, c'est pas le plus athlétique, mais il est quand même assez long et il en profite pas mal. Ah bah, je voulais mentionner son intelligence de jeu. Bon, bah, du coup, tu l'as fait, mais Désolé. effectivement, non, bah, pas de souci. Hein. C'est encore une fois, de toute façon, on a vu les mêmes choses, donc on peut parler, mais c'est pas grave. Mais au niveau du corps, je voulais dire, c'est pas le plus athlétique, mais en même temps, quand on voit la QV de cette année, tu as quand même 2-3 freaks athlétiques. Donc, effectivement, il n'est pas dans le top tier de la QV athlétiquement, mais ça reste quand même un beau bébé. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait, la gestion de son corps avec le combo mobilité des pieds, les mains très actives au niveau de l'absorption du contact avec sa poitrine, en tout cas avec le haut du corps, je trouve très intéressant. En fait, il est sur les drives, il est rarement battu, et même sur une action, en fait, il est rarement battu parce qu'il va recovery, il va toujours savoir faire, comme tu as dit, Titouan, il va toujours savoir prendre la bonne décision au bon moment défensivement. Alors parfois, ça peut être on-ball, parfois, ça peut être off-ball. Et ouais, je trouve que vraiment son activité aux interceptions, sur les drives où en fait, bah, il se fait pas blow-by, il se fait pas passer par le premier pas, donc du coup, ça devient beaucoup plus difficile pour l'attaquant adverse de finir près du panier. Bah, finalement, avec ses 2,04 d'envergure, bah, il est plutôt long, donc il peut bien contester les tirs. Il force souvent des step back ou des mid-distance un peu plus compliqués parce que justement, il empêche l'accès au cercle. Donc physiquement, il a les atouts. Il reste à voir en NBA face à de meilleurs athlètes ce que ça va donner, ce qui va vraiment pouvoir dominer physiquement son vis-à-vis, parce qu'il y a vraiment des matchs où, notamment un match contre Michigan aussi, où physiquement il domine son vis-à-vis. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner en NBA, mais intelligence défensive plus, et même s'il fait que 1m88, tout le reste du corps quand même montre de très bonnes choses et de très grosses qualités physiques qui l'avantage pas mal et qui vient compléter son QI défensif très élevé. De toute façon, de tout ce qu'on a dit, ce qu'on peut conclure, c'est que dès son premier match NBA, il va être très positif défensivement. Il y a très peu de chances qu'il soit négatif et qu'il soit perdu, etc. Parce que qualité physique, parce que qualité de défensive, d'intelligence, etc. Comme toi, Constant, tu l'as mentionné tout à l'heure, moi j'ai hâte de le voir sur des profils un peu différents que juste des elite guards comme on peut avoir, mais tu vois, sur un Devin Booker, tu l'as cité, c'est un truc que j'ai beaucoup observé du coup. Bon, on aura sûrement d'ordre sur lui, mais ça sera intéressant de voir si, voilà, sur les passages qu'il a peut-être un petit peu, comment il gère ça. Est-ce que les joueurs vont le jouer posté? Est-ce qu'il arrivera à tenir physiquement? Voilà, ça va être très intéressant, parce que j'ai pas trop de soucis sur les guards classiques, on va dire. Passons maintenant peut-être plus au nerf de la guerre, qui est l'attaque avec Cason, parce que défensivement, on est face à un joueur élite. Offensivement, ça pose un peu plus débat. Il y a des gens plus ou moins chauds sur lui. Il y a des qualités qui sont vraiment visibles offensivement, que ce soit du toucher, que ce soit en ball handling, un petit peu en création, on va dire tertiaire, etc. On y reviendra. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Titouan, offensivement, actuellement? C'est quoi comme joueur Cason Wallace? Qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter? Alors, je pense que c'est un très bon, alors c'est le terme qu'on emploie beaucoup en ce moment, mais un très bon connecteur. Et je pense que c'est ça va pas être un initiateur primaire,
Mais ça va pas être le gars qui va créer le décalage, mais il a encore une fois l'intelligence et les skills offensifs suffisants pour être le gars qui utilise le premier décalage, soit pour l'accentuer, soit pour en créer un autre, soit pour passer au bon moment ou attaquer le décalage. Donc je pense qu'il faudra qu'il soit mis à côté d'un créateur principal, ça c'est sûr. Et c'est en ça que je trouve la saison offensive de Cason Wallace plutôt bonne, parce qu'en fait il y a eu beaucoup de critiques sur sa capacité justement à se créer son shoot, à créer du jeu de manière générale. Mais en fait, ça me gêne pas parce que oui, il est pas excellent là-dessus, mais c'est pas quelque chose qu'on lui demandera en NBA en fait. Et du coup, dans ce sens-là, pour moi, c'est pas quelque chose de très grave parce qu'en fait, tout ce qu'on va lui demander en NBA, c'est des choses où il s'est montré bon, voire très bon. Donc ouais, voilà, vraiment le créateur secondaire, voire tertiaire, à côté d'un initiateur primaire beaucoup plus fort, mais vraiment le connecteur que tu as besoin autour de ce créateur. Est-ce qu'on commence à évoquer le cas Calipari ou on attend un peu parce que... Tu peux, parce que quand je disais un petit peu ce que les qualités ou pas, là, je te voyais hocher la tête ou au contraire dire non. Parle-nous un petit peu du cas Calipari. Est-ce que tu penses un peu de l'utilisation de Cason? En fait, le problème de la saison de Cason Wallace, c'est qu'elle est vraiment split en deux. C'est que première partie de saison, il doit partager les backcourt duties avec Xavier Wheeler. Hein, attention, si vous ne connaissez pas, c'est normal. Même s'il a été 2 fois au l'ICC. Hein. Et je crois qu'il fait Georgia ces 2 premières années. Les 2 dernières années, il est à Kentucky. Mais voilà, il devait partager les backcourt duties. C'était que le 4e joueur en termes de usage du côté de Kentucky. Il y avait Antonio Reeves qui prenait beaucoup de ballons. Il y avait Oscar Tshiebwe. Je ne voudrais pas écorcher son nom, c'est probablement le cas, mais qui était le pivot, lui, pour le coup. Il prenait beaucoup de responsabilités. Et à partir du moment où Xavier Wheeler s'est blessé, je crois qu'il s'est blessé, Cason Wallace s'est retrouvé avec beaucoup plus de responsabilités dans un autre registre. Et en première partie de saison, il était plus utilisé en tant que joueur off-ball en attaque. Beaucoup de playmaking, ce qui a donné de très bonnes choses, notamment le mois de février où il joue 7 matchs. Il fait 45 passes sur ces 6 matchs. Donc c'est quand même en NCAA, quand tu es à une moyenne de 7 x 7, allez, quand tu es à quasi 7-8 passes de moyenne par match, c'est plutôt très élevé. Il n'y avait que 22 turnovers. Donc au niveau de sa création, je suis d'accord avec ce qu'a dit Titouan. Pour moi, son niveau de playmaking est un peu sous-estimé dans le sens où c'est un bon joueur sur pick and roll en fait. Capable de faire les bonnes lectures. C'est pas un joueur flashy. D'ailleurs, c'est assez drôle de voir qu'il est tellement appliqué que la plupart de ses passes, c'est des passes à 2 mains. Vraiment les passes classiques du basket. Donc voilà, je le trouve intéressant sur la création sur pick and roll, que ce soit pour lui ou pour les autres. Il a fait des gros progrès en termes de playmaking, ça il faut le mentionner au cours de la saison à Kentucky. Même si sur le circuit lycée, il était déjà un playmaker intéressant. Je trouve que tu regardes le premier match de Cason Wallace et tu regardes le dernier match de Cason Wallace en termes de playmaking, il y avait quand même beaucoup de choses qui s'étaient largement améliorées. Après, pour ce qui est de son jeu offensif, on ne va pas trop revenir dessus, mais en tout cas pas tout de suite. Mais pour le jeu de Calipari, oui, c'est no spacing. Hein. Le spacing n'existe pas pour John Calipari. C'est une notion externe à John Calipari, ce qui explique pas mal de choses, que notamment on va y revenir quand on va parler de son manque d'agressivité ou de son petit échantillon près du cercle. C'est pas forcément facile d'aller au cercle quand tu as aucun spacing, mais il a montré notamment sur des kick-out aussi qu'il était capable de faire la bonne lecture. Encore une fois, rien de particulièrement flashy, rien de particulièrement extravagant. On est loin d'un joueur à la Josh Giddey, mais par contre, on a vraiment un joueur capable de faire de bonnes lectures. Encore une fois, je vais utiliser ce terme que j'utilise souvent quand on parle de guards qui sont draftés. Passeur fonctionnel, mais passeur peut-être plus propre que la moyenne des guards qui arrivent en NBA ces dernières années. Moi, c'est ce qui m'a marqué quand j'ai regardé un petit peu, c'est que c'est propre, comme tu l'as dit, très peu de fioritures, pas de trucs flashy, pas de dribble, c'est pas son point fort, mais pas de gros dribble pour pas grand-chose. Enfin voilà, c'est très basé sur les fondamentaux, très classique. Contrairement à Josh Giddey, tu vois, j'avais cette anti-comparaison, cette contraire en tête. Très bon ratio assist-turnover, ça pour un prospect comme ça, très intéressant. Alors que le contexte, comme tu l'as bien dit, n'aidait pas forcément, hein, pas de spacing, voilà, c'était très compliqué, pas énormément de ballons. Et c'est ça qui m'a plu, c'est que le gars est resté discipliné, à pas tirer forcément la couverture à lui dès qu'il a pu, à faire n'importe quoi et dès qu'il a eu plus de ballons.
il est resté quand même propre, bien que ses pourcentages en deuxième partie de saison aient baissé, parce que directement, il a plus la balle, etc. Mais j'ai bien aimé sa première partie de saison, notamment off-ball, et avec le peu de ballons qu'il avait, comment il arrivait soit à sanctionner de loin sur le catch and shoot, soit lui à recréer quelque chose en tant que connecteur, vous l'avez dit, ou en tant que deuxième ball handler, peut-être dans cette équipe-là. Ouais, vraiment fonctionnel. Pas des lectures archi avancées, mais des bonnes lectures, pas de mauvais choix. Parce que honnêtement, il a un bon ratio assist-turnover, pas parce qu'il a fait un nombre d'assists incroyable, mais parce qu'il perd aussi peu de ballons, parce qu'il fait des bons choix, parce qu'il prend pas trop de risques. Voilà, c'est vraiment fonctionnel, comme tu l'as dit. Donc, comme vous l'avez dit, je le vois plus comme soit un joueur qui, dans l'action, aura la balle à un moment pour créer un décalage ou autre, soit vraiment, quand tu es en sortie de banc, tu es en troisième ball handler, tu as des situations où c'est toi qui démarres balle en main, mais ça va s'arrêter là. Tu vas pas lui demander, comme un Shea, comme un Josh Giddey, de porter la balle vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, ça tombe bien, ils sont avec lui, donc ils le feront pour lui. Mais il peut être très intéressant. Et je l'ai bien aimé off-ball, j'ai bien aimé... moi, je suis plutôt, on va en reparler après, mais son tir, pour l'instant, je suis assez confiant. Mais j'ai bien aimé aussi ses placements, ses déplacements, etc. Je pense que c'est un joueur qui sera capable aussi de mettre quelques cuts en NBA. On l'a dit, pas énormément de finition au cercle, mais le toucher semble vraiment intéressant. Donc j'attends de voir comment on va l'utiliser offensivement, mais déjà, il y a quelque chose où tu te dis on peut l'exploiter correctement. Est-ce que off-ball, il vous rassure? Parce que là, on a parlé pas mal de ball handler, mais est-ce que off-ball, il a montré des choses au-delà du tir, même dans la globalité, qui sont intéressantes? Peut-être juste rajouter juste une stat sur son côté propre, sur le circuit lycée, donc EYBL, je ne le dis pas avec l'accent anglais de Pierre, moi je le fais à la français, qui est le circuit lycée de Nike. C'est le niveau le plus élevé que vous pouvez trouver sur le circuit lycée. Il était sur 12 matchs, il était à 57 passes décisives pour 24 turnovers, donc encore une fois, Ça va. joueur propre. Pour ce qui est du off-ball, c'est pas forcément ce que j'analyse le plus en fait, parce que en fait, c'est pas là où mon regard s'est le plus posé et c'est pas là où il a été le plus utilisé en soi. Peut-être sur le tir, c'est peut-être là où c'est le plus représentatif, où il a été utilisé. Il a tenté une grande majeure partie de ses tirs en catch and shoot. Il y avait peu de pull-up à 3 points. Mais après, oui, c'est des cuts, mais encore une fois, c'est pas l'endroit pour moi où tu l'as le plus vu du côté de Kentucky, surtout en seconde partie de saison où il avait énormément la balle en main. Sur la première partie de saison, oui, il y a des bons cuts parce que c'est un joueur intelligent, mais quand tu regardes, quand tu analyses notamment ses stats près du panier, tu te rends compte que c'est un joueur qui va souvent terminer de par lui-même. Il y a très peu de paniers assistés dans les paniers qu'il inscrit, donc sur son jeu off-ball, moi, c'est pas un point j'ai rien vu de particulièrement positif ou négatif. Je suis assez neutre sur ça parce que c'est pas dans ce domaine-là où il a été le plus utilisé. Ouais, je rejoins Constant. En fait, c'était dans un contexte, on en a parlé encore une fois, du contexte Kentucky, mais c'est très particulier où tu as, tout à l'heure, vous parliez du manque de spacing à Kentucky. Alors, Calipari joue avec, j'ai regardé les stats, il joue en gros avec 7 joueurs, on va dire, qui ont vraiment du temps de jeu. Le reste, c'est des 7-8 minutes par-ci par-là. Sur ces 7 joueurs, il n'y en a que 2 qui shootent à plus de 35% à 3 points. Voilà. Donc, Kazan Wallace, je crois. Alors, Kayson Wallace à 34,6, mais voilà, on va dire 3 ouais. si on compte Kayson Wallace, oui. Sachant que Xavier Wheeler a effectivement arrêté sa saison fin janvier pour cause de blessure ou début février, un truc comme ça. Ouais, il joue un match en février, ce qui correspond au moment où Kayson explose en playmaking. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a des gars comme Oscar Tshiebwe, comme tu l'as dit, Jacob Toppin ou même Chris Livingston, qui a été drafté en toute fin de draft, qui sont des gars qui ont eu beaucoup de temps de jeu à l'intérieur et qui spaceaient très peu, pour pas dire pas du tout. Et forcément, sachant que Xavier Wheeler avait beaucoup le ballon en main au début, en fait c'était très statique. Kayson Wallace bougeait pas trop, mais je pense pas que ce soit de son fait. C'est Calipari en fait qui voulait ça parce qu'il y avait énormément de ballons à Oscar Tshiebwe. Il y avait beaucoup de ballons aussi à Jacob Toppin. Il faut savoir que Tshiebwe et Toppin prenaient plus de tirs par match que Kayson Wallace par exemple. Donc il y avait beaucoup de ballons pour les intérieurs, c'est beaucoup de jeux intérieurs et donc forcément quand ton intérieur a la balle, tu vas pas demander à ton guard de cut en même temps dans la raquette. Donc en fait, c'est dur de juger le jeu off-ball au-delà des shoots, comme l'a dit Constance. C'est dur de juger le jeu off-ball de Kayson Wallace tout simplement parce qu'en fait, on lui a jamais demandé de le faire.
Oui, Moi, je pense parce que moi, je pense que sur des flashs ou même sur l'intelligence qu'on a parlé avant, je pense qu'il sera capable, mais effectivement, le contexte ne l'a pas aidé dans cette voie-là. Et du coup, peut-être le nerf de la guerre et même la swing skill, peut-être pour lui, ça va être le tir. On en a parlé un petit peu. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Titouan? Parce que Constant et moi, on est un peu opposés là-dessus. Enfin, on n'est pas forcément d'accord. Donc, qu'est-ce que t'en penses, toi, de son tir extérieur et notamment de son tir à 3 points? C'est ce qui nous intéresse le plus, que ce soit en spot-up ou peut-être en pull-up, là où c'est plus compliqué pour lui. Mais Alors, s'il y en a qui pensent que ça va devenir un très bon shooter, je ne pense pas, mais je pense que ça va devenir un shooter relativement décent et suffisamment bon pour être à la fois respecté de ses adversaires, mais aussi pour être utilisé en tant que tel dans certains systèmes. Si on regarde que le pourcentage brut de son shoot à 3 points, il est à, comme on l'a dit, à peine 35%, 34,6 je crois, de mémoire, j'ai la stat, ouais c'est ça, 34,6. Donc c'est pas catastrophique, mais c'est pas exceptionnel non plus. Par contre, tu as, que je vous dise pas de bêtises, il y a 4 tentatives par match, donc le volume est OK, sans être exceptionnel. Par contre, il y a plusieurs choses qui me laissent à penser que Cason Wallace peut, à l'échelon supérieur, être un relativement bon shooter. Encore une fois, je dis pas que ça va être un gars qui va shooter à 40%, mais s'il tourne à du 36, 35-36%, peut-être même 37%, c'est quelque chose que dont moi j'y crois et qui est tout à fait viable dans un jeu NBA autour de Shai, autour de Giddey et tout ça. Et ce qui me fait croire en ça, c'est déjà que c'est un gars, quand on regarde les pourcentages avancés, on va dire, donc pas forcément le shoot à 3 points global, mais qu'on détaille un peu en fonction des zones. Il y a un site qui s'appelle CBB Analytics qui fait très bien ça. Et on voit que dans les corners, Cason Wallace tourne à 48% à 3 points cette année en NCAA. Et je pense qu'en plus, vu qu'on l'a dit que c'est pas quelqu'un qui va se créer son shoot, mais en fait la plupart de ses shoots, il va les avoir dans son corner. La plupart de ses shoots off-ball, c'est justement en catch and shoot dans le corner qu'il va les avoir. Donc ça me rassure beaucoup de voir qu'il est très à l'aise dans le corner. Voilà, c'est assez commun. Il y a beaucoup de shooters qui sont des très bons shooters dans le corner sans être globalement des shooters excellents. Je pense à un PJ Tucker par exemple, il vit que sur son shoot dans le corner. Et donc si Cason Wallace, il arrive, alors il tournera pas à 48% dans le corner en NBA, mais si il arrive à avoisiner les 37-38% sur ses shoots dans les corners, bah, sachant que tu as du Shai Gilgeous-Alexander qui drive beaucoup, qui fait beaucoup de drive and kick, soit en drive en direct, soit après un pick and roll, bah, moi ça me gêne pas. Je peux très bien m'imaginer d'avoir un Cason Wallace dans le corner qui attend le kick-out de Shai Gilgeous pour punir. Donc déjà, il y a ce pourcentage-là qui me plaît. Et l'autre indicateur que j'aime bien sur la projection de son shoot, c'est son mid-range. Alors sur les longs 2, il n'est pas exceptionnel. Par contre, il a un très bon toucher sur les shoots à mi-distance qui vont être un peu, pas sous le cercle, mais voilà, un peu plus éloignés. Il a un flotteur notamment qui est excellent. Il a un très bon flotteur et ça, il l'a depuis, justement, pour vous dévoiler un peu les secrets des coulisses, on m'a demandé de regarder un peu de high school parce que c'est vrai que j'avais pas vu beaucoup de matchs de high school de Cason Wallace. Et en ayant regardé un peu, en ayant fait mes devoirs avant le podcast, c'est vrai que j'ai vu que même déjà son toucher, donc son flotteur que je voyais déjà en NCAA, il l'avait notamment en high school. Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il maîtrise depuis longtemps. Et quand tu as le toucher, très souvent, quand tu as le toucher comme ça, un flotteur qui demande une certaine dextérité au niveau de la main, au niveau des doigts, c'est très souvent quelque chose que tu vas retrouver et qui peut se transcrire par un shoot à 3 points relativement correct dans la suite de ta carrière. Donc voilà, j'ai parlé beaucoup, mais c'était juste pour dire que globalement, moi, le shoot à 3 points, j'y crois, étant donné qu'en plus, ça va être il y aura très peu de pull-up, ça va être essentiellement des catch and shoot, je pense. le premier exemple qui m'est venu quand tu m'as dit toucher à mi-distance élite et que ça se transpose, c'est Tony Parker. Et je sais pas si ça s'est énormément transposé le 3 points. En fin de carrière un petit peu, mais en début de carrière, pas excessivement. Mais c'était complètement différent, c'est sûr. Non, mais je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Constant, est-ce que ça t'a rassuré un peu sur son tir depuis la draft? Est-ce que tu as changé d'avis? Est-ce que tu es un peu plus positif? Et alors, du coup, j'ai les zones précises grâce au draft guide de No Ceilings dans le corner. Il est à 11 sur 20 dans le corner à droite. Il n'est qu'à 4 sur 13 dans le corner à gauche. Donc, si on équilibre, ça fait une moyenne élevée. Mais il y a un corner quand même où il est beaucoup plus performant et l'autre corner où il est beaucoup moins performant. Après, sur le tir,
c'est là où J'ai les pas les mêmes stats multiples. que toi. Ah, J'ai 2 sur 11 et 13 sur 20. Mais je suis Bah, d'accord il avec faut, toi que du coup, c'est bien déséquilibré. C'est proche, c'est quand même proche. il faut taper sur nos ceilings. Moi, je ne fais que reprendre les stats qu'ils ont. Et visiblement, c'est la shot chart de Synergy. Donc, il faut Ok. taper peut-être sur Synergy. Mais bon, Moi, j'ai bref, toujours du mal avec les stats NCAA comparé à la NBA. C'est quand même moins. Bon, bref, toujours est-il qu'au niveau du tir, l'important, c'est d'avoir la multiplicité des contextes, puisque si on prend sur le circuit EYBL, il était bon à 36% à 3 points, mais il était à 41% sur les catch and shoot. Et là, pour le coup, c'est intéressant. Au niveau de son tir, moi, je ne suis pas spécialement rassuré dans le sens où il était à 35 sur 100 au niveau des catch and shoot cette année à Kentucky. Il était à 9 sur 27 sur les pull-ups à 3 points. Petit échantillon, mais pourcentage de réussite qui n'est pas catastrophique. Après, comme l'a dit Titouan, c'est sur la notion de mid-range. Alors, son flotteur est très intéressant. Il était déjà là, effectivement, au lycée, mais il est à 35% sur ses flotteurs. Après, les flotteurs, pour avoir scouté Treman il y a de ça 2 ans, ça vient, et surtout, ça repart, globalement. Au niveau de son tir, pour moi, la mécanique n'est pas cassée. C'est juste que j'ai du mal à le voir vraiment. Ouais, 37%, ce serait déjà une très grosse réussite au niveau de son pourcentage de réussite, au niveau du développement de son tir. Il avait démarré très fort l'année, puisque sur les 2 premiers mois, il était à 29 sur 63. Et après, est-ce que c'est les blessures? Est-ce que c'est une plus grande responsabilité en attaque? Je pense que est-ce que c'est une chute aussi de l'adresse? Je pense que c'est un mix des 3, mais il était qu'à 15 sur 66 et c'est tout de suite beaucoup moins agréable. Ouais, le tir est pas cassé. Le tir à mi-distance, il en prend beaucoup, notamment, en sortie de pick and roll. Donc ça, c'est intéressant. Il est plutôt efficace dans ce domaine-là. Mais après, encore une fois, pour moi, ce sera un shooter honnête. Est-ce qu'il sera suffisamment honnête pour que les défenses sortent sur lui? Je le souhaite, mais je suis pas il y a rien de cassé, mais en fait, il y a rien d'élite pour moi pour, dire que ça Non. va être un gros shooter en NBA. Le contexte n'a pas aidé de Kentucky, mais ouais, je pense que ça va être un shooter médian. Il va être dans la moyenne de la ligue à 35-36%, mais je le vois pas en fait, développer plus que ça et finalement, si c'est un shooter à 36%, tu es déjà OK avec ça puisqu'il va Ce serait t'apporter bien. d'autres choses. Bah, Non, c'est ce mais que j'allais dire, c'est que tu as pas besoin de enfin évidemment si tu as mieux, si tu as plus, c'est encore mieux. Mais pour moi, 35-36% dans la construction de votre effectif actuel, avec un Chet Holmgren qui a montré notamment qu'il pouvait, shooter aussi à 3 points, bah, en fait, tu pas de non-shooter, en fait. Du coup, enfin, moi, ça me dérange pas que Cason Wallace soit le plus mauvais si Cason Wallace est le plus mauvais shooter de ton 5, c'est pas très grave, en fait. Et c'est Ouais, vrai. il y a Lou Dort. même si tu as un non-shooter, vraiment un complet non-shooter à côté, un pivot qui stretch pas du tout, bah, je pense qu'il sera pas assez mauvais à 3 points pour, vraiment, déranger ton spacing, je pense. Et Mmh. un petit point aussi sur le spacing qui est plus négatif, c'est que, il y a quelques matchs, j'ai le souvenir d'un match contre Vanderbilt, si je ne dis pas de bêtises, où les joueurs passaient sous l'écran sur le pick and roll et où ils sanctionnaient pas. Là, par contre, ça va être c'est pas une question de réussite, c'est une question de prendre les tirs et De prendre les tirs. de prendre les tirs. Et là, pour le Mmh. coup, j'ai le souvenir particulièrement de ce match-là où ça passait en dessous de tous les écrans sur pick and roll et où ils les prenaient pas forcément. Ça, pour le coup, en NBA, ça va pas pardonner et il va falloir typiquement un joueur comme Jalen Williams, tu t'attendais pas à ce qu'il tire autant à 3 points et en fait, comme il était grand ouvert, il les prenait. Bon, il mettait dedans, ça c'était, positif, mais si tu as un shooter qui passe sous l'écran, il faut tirer, en fait. Bon, après, pour l'instant, le pull-up, pour moi, il l'a pas encore, mais ça pourrait être en Mmh. développement. Il y a eu des flashs et tout, mais après, moi, sur son tir, je suis plutôt positif et je crois en lui, bah, pas comme un grand shooter, comme vous l'avez dit, ça sera pas sa qualité première, mais un shooter fiable, avec un pourcentage plus qu'honnête. Parce que, mais ça, je l'ai déjà dit auparavant, mécanique de tir rapide qui lui permet de compenser sa petite taille et qui permet de dégainer bah, rapidement avant que le défenseur arrive. Et comme vous l'avez dit, dans les corners, plutôt à l'aise. Bon, ça dépend du corner apparemment, mais plutôt à l'aise Mmh. dans les corners, plutôt à l'aise en catch and shoot, que des tirs qui risquent d'avoir, voilà, vous l'avez dit aussi l'année prochaine, avec chez Didi autour de lui. Donc non, moi je suis plutôt positif là-dessus. Après voilà, on sait jamais vraiment ce que ça va donner. On a des surprises négatives ou positives, notamment au Thunder ces dernières années, Jalen Williams par exemple, ou d'autres qui ont pas du tout mis dedans, comme un Treman. Mais pour l'instant, je suis assez confiant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais j'y crois. On a été très positif là, pour l'instant, je trouve, sur Kayson.
si on est si positif que ça, qu'est-ce qui l'a empêché ensuite d'être vraiment drafté plus haut? Bon, c'est une question un peu bateau, mais c'est quoi ses limites un petit peu au-delà de ses limites de taille, on l'a déjà dit, mais c'est quoi ses limites un petit peu, Titon? Moi, je dirais à la création primaire, que ce soit pour les autres ou pour lui. Déjà, pour les autres, c'est vrai que, par exemple, tiens, vous qui avez un Josh Giddey, faire 2 mètres, ça aide beaucoup pour voir le terrain quand même. Et faire 1,88 m, forcément, ça aide un peu moins. Mais en plus, je le trouve, je dirais pas que c'est un mauvais driver, mais il a pas un handle qui est élite. Et du coup, ça l'empêche parfois face à des bons défenseurs, ça l'empêche de passer l'épaule et de vraiment, du coup, créer un peu, casser les lignes de la défense. Après, comme Constant l'a dit aussi un peu avant, il a un passing game, donc enfin, qui est pas ultra développé. C'est des passes simples, c'est pas flashy, c'est pas un Luka Doncic, hein, mais c'est des passes simples. C'est des passes à 2 mains, parfois à rebond, parfois quelques passes lobées qu'il envoyait à Acheboué, mais voilà, ça va pas être un jeu de passes très varié. Et du coup, en NBA, si t'as pas un jeu de passe très varié, c'est compliqué d'être un playmaker primaire. Donc déjà, voilà, il y a la création pour les autres où moi, j'y crois pas trop. Je trouve qu'il l'a pas encore et je suis pas sûr qu'il l'aura en NBA, mais encore une fois, je pense pas que de toute façon, ce sera ce qu'on lui demandera. Et ce qui pourrait le plafonner, par contre, en termes de potentiel, c'est vraiment la création de son tir. C'est son pull-up game. Pour moi, il en a pas. Déjà parce que à 3 points, on oublie parce que comme on l'a dit, c'est pas un shooter assez élite pour en plus le faire en se créant son tir. Et par contre, à mi-distance, il le faisait souvent, mais on l'a vu, les pourcentages sont pas exceptionnels. Au-delà de son flotteur, qui est un excellent flotteur, hein, il a un excellent flotteur, on l'a dit, mais si tu enlèves le flotteur, derrière, les pourcentages sont vraiment pas bons. Et il le fait beaucoup, mais les pourcentages sont pas bons. Mais par contre, encore une fois, c'est là où moi, c'est ce qu'on disait un peu en off, c'est que pour moi, ces défauts sont pas très problématiques dans le sens où c'est pas des défauts sur lesquels on voudra s'appuyer en NBA. En NBA, on va pas lui demander de créer en tant qu'initiateur primaire pour les autres et on va pas lui demander de se créer son tir et de prendre des pull-ups à 3 points ou des longs mid-range. Donc en fait, ça me dérange pas que ce soit ses défauts, vu qu'on va pas les utiliser. Mais c'est vrai que c'est ce qui le plafonne et ce qui l'empêche d'être à la fois pris plus haut à la draft, mais aussi de devenir, je pense, plus qu'un role player plus quoi, un role player élite. Ouais, non, mais je suis complètement d'accord avec ce qu'il a dit. C'est un joueur qui va être élite défensivement, mais en attaque, il va être bon. Il va pas être très bon. Il va être bon, donc ça va limiter son plafond. Après, au niveau du handle, je suis d'accord, il est limité, mais moi j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur sa réussite près du cercle, parce que c'est quand même un joueur qui... On a tenté que 73 tirs au cercle cette année, mais encore une fois, le manque de spacing du côté de Kentucky, on l'a expliqué, et qui est quand même à 60% de réussite sur ses paniers près du cercle sur demi-terrain, ce qui est très élevé. Il est à 71% de réussite au total près du cercle. Il n'y a que 9% de ses paniers près du cercle qui sont assistés. Donc, c'est beaucoup de création pour lui-même, beaucoup de one move and go, beaucoup de blow-by. Je le trouve plutôt rapide sur sa capacité à aller près du panier. Il a du bon toucher, il a des bonnes mains. Là, pour le coup, pour une équipe du Thunder qui joue beaucoup près du cercle et qui demande beaucoup à ses joueurs d'être efficaces près du cercle, je pense qu'avec déjà l'arrivée de Chet Holmgren plus l'arrivée de Cason Wallace, tu vas avoir de bien meilleurs finisseurs près du cercle que ce que tu avais l'année précédente. Mais après, oui, les limitations, le pull-up, effectivement, tu l'auras pas. Le playmaking principal, tu ne l'auras pas non plus. Mais la création de tir, tu ne l'auras pas. Effectivement, il est limité sur son handle. Il se retrouve souvent en difficulté sur des défenseurs qui sont plus grands que lui. Et en NBA, ça risque d'arriver souvent d'avoir des défenseurs plus grands que lui. Après, voilà, encore une fois, comme tu l'as dit, Titouan, c'est pas des choses que tu vas lui demander. Et même si on analyse les joueurs qui sont partis dans le range de Cason Wallace, en fait, il y en a aucun qui est réellement capable de faire ça, de se créer son tir, d'être un playmaker primaire. Un joueur comme Anthony Black, peut-être, peut résumer, enfin, peut synthétiser toutes ses qualités, mais il y a des interrogations sur le tir. Et Anthony Black, c'est un pick 6. Mais on voit des joueurs comme Jet Howard, des joueurs comme Grady Dick,
qui est Derek Lively, j'en parle même pas. Ce sont des joueurs qui ont été sélectionnés à peu près dans le même range. Taylor Hendrick juste avant, qui pour moi ne seront pas capables de se créer leur tir et qui ont des qualités bien moins importantes pour certains que ce que peut apporter Cason Wallace. Donc, grosse qualité de finition au cercle. J'attends de voir ce que ça va donner en NBA, mais je le trouve intéressant sur des dribble and love, sur des pick and roll ball handler. Je le trouve vraiment pas mal. Après, l'imitation tir, mais encore une fois, c'est pas ce que tu vas lui demander et c'est pas ce genre de profil qui est encore disponible dans le 10e choix d'une draft qui est pas la plus deep en termes de start talent que tu aies connu. Ouais, tu vois, finition au tir plutôt positive dans les pourcentages, etc. et de ce qu'on a vu. Mais moi, c'est plutôt sur l'avant de l'action. C'est l'inverse d'un Dort, un petit peu, tu vois, de ce force débat-là, où c'est plus dur pour lui de créer de la séparation. Il y a eu des situations où il a réussi à blow by son gars, mais on n'est pas face à un joueur comme certains, où c'est impossible de rester face à lui, loin de là, alors qu'il est petit, il a une belle vitesse, il pourrait être capable de faire ça. Mais comme tu l'as bien dit, Titouan, pour moi, il manque un petit peu de handle et de trois crosses, 2-3 variations sur ses dribbles, etc., pour pouvoir faire des gros décalages. Peut-être qu'il pourra développer ça petit à petit en faisant pas mal d'un contre un avec les défenses NBA qui vont être plus physiques. Peut-être qu'il va devoir s'adapter et faire un peu plus de ça, mais on va voir. Mais ouais, concrètement, ce qui est positif en tout cas dans ce choix, et vous l'avez bien dit, c'est que ses défauts, on va pas lui demander de faire ça. On n'est pas face à un joueur, on lui dit ah, mais toi, t'es un guard, de toute façon, on va te donner la balle et on verra ce que t'en fais. On est vraiment pas du tout dans cette optique-là et en début de reconstruction. On est vraiment sur un pic qui vient consolider ce que t'as déjà, qui vient un petit peu s'adapter aussi on l'a dit, à un roster déjà présent, qui fit plutôt bien, que tu vas pouvoir utiliser, que tu vas pouvoir utiliser sur ses forces. On l'a dit un petit peu en catch and shoot, un petit peu en connecteur au troisième ball handler. Et ça, c'est très intéressant et même pour son développement, ça va être très intéressant. Et du coup, avec ce que je dis, on vient doucement à la question de son utilisation et de son rôle, au-delà de son fit, dès l'année prochaine. Pour toi, ça serait quoi l'idéal, Titon? Est-ce que c'est un meneur backup, du coup, qui joue quand même avec Guidi ou Shea, qui sont presque tout le temps sur le terrain normalement? Est-ce que c'est un peu plus que ça à terme? Comment tu le vois dès l'année prochaine? Je pense que dès l'année prochaine, ce que je ferais, c'est du Shai et Guidi, du coup, qui vont start. Et en fait, à chaque fois qu'il y en a un qui sort, c'est Cason Wallace qui rentre, et vice-versa. Et du coup, Cason Wallace va se retrouver avec des minutes à côté de Shai et des minutes à côté de Guidi. Et pour moi, son rôle sera globalement le même, comme on l'a dit, un rôle de connecteur, second initiateur. C'est Guidi ou Shai qui va lancer la première offense, qui va sur pick and roll, sur un drive ou peu importe, sur un autre système. Et en fait, Cason Wallace sera pas très loin, prêt à soit attaquer le décalage qui a été fait, soit sanctionner en shootant à 3 points, soit en créant un autre décalage à côté pour faire la bonne passe au bon endroit. Parce qu'on l'a dit, il n'a pas un jeu de passe très varié, il n'a pas un handle excellent, mais par contre, il est très intelligent, il connaît ses forces et ses faiblesses, et voilà, il fait pas des super passes en termes dans le sens où c'est pas très flashy, mais par contre, il fait des super passes dans le sens où elles sont très intelligentes, elles sont sûres. Et donc, tu sais que s'il fait la passe à cet endroit-là, c'est que c'est à cet endroit-là qu'il fallait la faire à ce moment-là. Ouais, après, au niveau de l'association, sans trop s'avancer sur le podcast preview de la saison, mais je suis très curieux de voir un pick and roll Cason Wallace avec Chet Holmgren dans le dunker spot, avec potentiellement Isaiah Joe qui peut être dans un corner, potentiellement Davis Bertans, le nouvel arrivant du Thunder qui peut être aussi dans un corner, ou Kenrich Williams ou Aaron Wiggins, des joueurs qui ont montré qu'ils étaient capables de sanctionner dans les corners l'an passé. Donc voilà, ça c'est vraiment un point très intéressant. Évidemment, je vais surveiller s'il est associé défensivement à Lou Dort, parce que Lou Dort plus Cason Wallace, tu peux avoir un duo d'arrière particulièrement collant, particulièrement embêtant pour les attaquants adverses. Après, de l'autre côté du terrain, c'est quand même beaucoup moins inquiétant que si tu as chez Gidius Alexander et Isaiah Joe. Mais ouais, effectivement, comme l'a dit Titouan, beaucoup de minutes. Je pense que statistiquement, en termes de minutes, ce sera ton 7e, voire même ton 6e homme. Je pense que Kenrich peut potentiellement avoir plus de minutes. Et encore, Kenrich n'a jamais eu de très grosses minutes au Thunder. Il est toujours aux alentours de sa vingtaine de minutes. Donc, ça peut véritablement être le 6e homme du Thunder, parce que peut jouer poste 1, peut jouer poste 2. Après, il faut voir, encore une fois, l'association. Est-ce qu'avec le physique d'un Isaiah Joe, par exemple, si tu l'associes, il y a le côté frêle d'Isaiah Joe, plus la petite taille de Cason Wallace, même s'il joue plus grand que sa taille. Est-ce que ça va vraiment fonctionner? Il y a
il y a des situations à voir comme ça. À côté de Shai Gilgeous-Alexander, qu'est-ce que ça va donner aussi? À côté de Josh Giddey, qu'est-ce que ça va donner aussi? Là, on est plus sur une notion de shoot et est-ce que Cason Wallace sera réellement capable de sanctionner en catch and shoot quand il n'aura pas la balle dans les mains, ce qui va arriver souvent du côté du Thunder. Mais je suis assez confiant sur son intégration. Défensivement, il va apporter beaucoup de bonnes choses. Il va se fondre dans le collectif. Pour un joueur de sa taille, c'est un rebondeur un peu sous-estimé. Je trouve qu'il fait de bons efforts au niveau du rebond. Et quand on connaît les souffrances qu'a pu connaître le Thunder l'an dernier au rebond défensif, il va apporter un petit peu de viande et un petit peu de bonne lecture du rebond. Mais c'est un ajout que dans son utilisation, voilà, 6e homme, défense, un peu de playmaking, sachant que Kenrich a aussi ce profil connecteur. Après, si tu as un connecteur qui fait du playmaking avec des joueurs qui ne mettent pas dedans, c'est tout de suite beaucoup moins valuable. Donc, j'attends de voir quand même avec qui il va être aligné. Peut-être avec un Jalen Williams, potentiellement sur du pick and pop. J'attends de voir ce qui va se passer. Mais l'ajout ne peut être que positif. Et effectivement, comme on l'a dit, ce n'est pas le joueur avec le plafond le plus élevé. Mais pour moi, ce n'est pas un joueur que tu as à développer. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est un joueur plug and play. Très honnêtement, que tu n'as pas forcément besoin de développer, mais que tu sais qu'il va t'apporter des choses positives et qui va se fondre dans le collectif Day One, dès la Summer League en fait. Ouais, c'est ça. L'avantage, c'est que le seul point entre guillemets où tu vas lui demander de beaucoup bosser, c'est son shoot. Et le reste, en fait, comme on l'a dit, en fait, ce qu'il sait bien faire, il sait déjà bien le faire, et ce qu'il sait pas faire, on va pas lui demander de le faire. Donc du coup, en fait, là, dès qu'il arrive à Oklahoma, c'est écoute, voici les clés du gymnase, tu passes la journée, tu fais 10 000 shoots par mois. Voici Chip England aussi, ouais. Voilà, voici Chip England, on te le présente. Tu vas bosser avec lui souvent cet été. Et voilà, et tu lui demandes juste ça, et tu dis, écoute, t'as qu'une seule mission, c'est tourner à 36-37% à 3 points. Si tu y arrives, c'est mission accomplie, tu auras ton contrat et plusieurs contrats dans la ligue pendant plusieurs années. Non, comme vous l'avez dit, c'est dur de voir vraiment un scénario où rien ne fonctionne avec lui, où son fit ne va pas, parce qu'avec les joueurs qui sont déjà là, avec ses qualités, tu sens qu'il y a quelque chose à faire et tu sens qu'il pourra s'exprimer. Comme tu l'as dit, Constant, et je l'avais dit aussi en live, je crois, avec Isaiah Joe, ça peut être un peu frêle, ça peut être un peu limitant physiquement, mais il faudra que lui joue, du coup, comme on l'a dit, plus grand que sa taille, plus physique que ce qui paraît, etc., pour compenser. Moi, il y a quand même un monde où je le vois finir des matchs l'année prochaine, hein, dans le sens où un match où il y a un guard élite en face et c'est lui qui l'a le mieux stoppé sur le match, et ce qui est très possible, où tu as un Dort qui est en panne d'adresse, qui arrive régulièrement, hein, parce qu'il est très irrégulier, et du coup, tu as Wallace qui prend sa place parce qu'il est un peu plus régulier que lui sur le tir. Voilà, il y a un monde où tu finis avec lui en poste 1-2, avec Shea, J-Dub, Didi, qui a loupé des matchs aussi, lui, dans le clutch l'année dernière, hein. Un Chet ou un Kenrich, etc. Il y a des mondes où effectivement, il a un rôle important. Je pense une grosse vingtaine de minutes potentiellement, surtout si on considère un 6e homme. Mais ouais, utiliser, honnêtement, de toute façon, on utilise toujours beaucoup de line-up au Thunder. Là, il y a encore beaucoup de joueurs qui sont susceptibles d'avoir du temps de jeu ou d'être testés, notamment à l'intérieur. Mais du coup, on pourra le voir avec différents profils autour de lui. On a déjà cité un Jalen Williams, mais ça pourra être, s'il est encore conservé, un JRE, ça pourrait être un Ousmane Dieng, ça pourrait être... il y a plein de joueurs comme ça, un Kenrich, on l'a dit. Il y a plein de potentiels comme ça, Misic. Non, mais il y a vraiment plein de profils en fait différents et qui lui permettront de s'exprimer. Et moi, ce qui me donne confiance aussi, c'est qu'on l'a bien dit à Kentucky, pour ses qualités, etc., c'était loin d'être optimal. Là, au OKC, ça semble beaucoup mieux cliquer. Et puis, en termes de spacing, c'est bien. Ça a largement progressé en pourcentage au tir l'année dernière en plus. On va voir si ça va se confirmer. Mais tu sens qu'il aura plus d'espace pour jouer. Il aura plus de passes faciles, du coup, à faire pour des shooters, etc. Donc, ouais, je suis assez confiant sur lui et sur son devenir ensuite. Voilà, effectivement, il n'a pas le plafond le plus haut, on l'a déjà dit. Mais tu peux être face à déjà de base un très bon role player, et ensuite on disait ça pour Jalen Williams l'année dernière, mais peut-être que tu auras du bonus ensuite. On peut pas s'arrêter déjà sur un joueur de 19 ans, surtout un guard qui pourrait se développer assez rapidement, ou même plus tardivement d'ailleurs. Hein. Ouais. Après, pour revenir, puisque tu as parlé justement du fait qu'il pouvait terminer certains matchs à la place de Lou Dort, justement revenir peut-être sur cet aspect que j'ai lu parfois, notamment Sam Vecini, c'est une de ses premières réactions en disant
que Cason Wallace pouvait être le remplaçant de Lou Dort en cas de transfert de Lou Dort. Là, pour le coup, je vais peut-être calmer un peu les ardeurs en disant que pour moi, tu peux difficilement remplacer un joueur comme Lou Dort, qui est quand même un joueur top, j'en l'ai dit dans le live, et qui est top 5 ou 6 défenseurs sur le point of attack. Et encore, je pense qu'il y a des gens qui le mettent plus haut que ça. C'est le deuxième meilleur défenseur de la NBA après Jrue Holiday selon le pool des joueurs de The Athletic. C'est pour me dire à quel point Lou Dort est respecté. Au niveau de la taille, déjà, alors Lou Dort ne fait qu'1m93. Hein. Il n'est pas si grand, en fait. Je le pensais plus grand que ça. Mais il doit faire 25 kilos de plus. C'est juste que c'est un buffle athlétiquement. Mais voilà, déjà, on a vu que Lou Dort, sur un joueur comme Brandon Ingram, c'est déjà pas facile. Si tu mets Cason Wallace à la place de Lou Dort sur Brandon Ingram, ça va devenir beaucoup plus compliqué. Ou sur ces ailiers longilignes qui font plus de 2 mètres. Parce que là, quand tu as 15 cm d'écart, ça va devenir beaucoup plus dur. Ça veut dire qu'il faut que tu responsabilises beaucoup plus J-Dub si tu fais ça pour défendre sur les ailiers, où on considère, et Tito l'a dit aussi au début, que pour l'instant, un poste 3 ou un ailier pour Cason Wallace, ça va être compliqué quand même. Ou alors que Josh Giddey fasse un leap extraordinaire défensivement, mais alors là, pour le coup, voilà. Celui-là, il sortirait de nulle part. Celui-là, il viendrait de Don Cezu, mais déjà que le Thunder est assez petit sur les ailes avec Lou Dort et Jalen Williams. Pour moi, Jalen Williams, faudrait peut-être, je l'ai déjà dit, mais il faudrait peut-être plus le décaler en 3 dans le futur. On va voir ce que ça va donner, mais respectons quand même un peu la défense de Lou Dort. Je pense que Cason Wallace sera moins bon défensivement que Lou Dort, mais je pense qu'il sera meilleur offensivement, ce qui n'est pas difficile en soi. Plus efficace, plus utile. Mais voilà. En tout cas, tu as un joueur, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on réclamait souvent ce côté un peu meneur backup au Thunder. On disait qu'il n'y avait pas le meneur backup. Donc, quand on avait fait le live stratégie de l'intersaison, on s'est dit oui, peut-être que Javon Carter. On a reçu quelques messages disant Tyus Jones est disponible, est-ce qu'on n'irait pas le récupérer? En fait, si Cason Wallace se développe bien, tu as ton meneur backup pendant 4 ans sous contrat rookie. Donc, à moindre coût pour un poste qui est quand même sous-estimé en termes d'importance dans un effectif NBA. Titouan, le mot de la fin pour toi. Est-ce que tu y crois à Cason Wallace à OKC? Ouais, moi j'y crois beaucoup, comme on l'avait dit un peu plus tôt. C'est même de manière générale. Alors, déjà, j'y crois beaucoup en NBA. Je pense qu'il fera carrière en NBA. Est-ce que ce sera tout le temps OKC? Est-ce que c'est que pendant son contrat rookie? Je sais pas, mais en tout cas, il fera carrière en NBA. J'y crois beaucoup. Et à OKC, j'y crois aussi parce qu'ils ont beaucoup de joueurs très intelligents, dont Cason Wallace. Et en principe, les joueurs intelligents arrivent toujours à jouer ensemble. Donc, je me fais pas trop de soucis là-dessus. Et j'aime beaucoup cette espèce de trio Cason Wallace, Giddey et Shai Gilgeous-Alexander. Je trouve que les trois sont complémentaires. Cason Wallace peut jouer avec Giddey, Cason Wallace peut jouer avec Shai Gilgeous-Alexander. Shai Gilgeous-Alexander et Giddey peuvent jouer ensemble aussi, on l'a vu. Donc ouais, non, moi j'y crois beaucoup. Évidemment, il faudra qu'il devienne un shooter respectable. Mais étant donné que je crois aussi à cette partie-là, j'ai pas trop de doutes là-dessus. De quoi nous donner confiance pour la suite. Messieurs, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter de Cason Wallace. Merci beaucoup, Titouan, d'être venu discuter avec nous, fans du Thunder, et de nous donner ton avis sur Cason, que tu as l'air beaucoup apprécié, mais merci beaucoup d'être venu. De rien, et encore une fois, merci pour l'invitation. C'était un plaisir. Merci à toi. Du coup, encore une fois, vous pouvez retrouver Titouan sur le podcast Le Trèfle, qui est destiné aux Boston Celtics, aussi sur Café Crème Sport, un peu plus pour les scootings, et plus globalement sur ce @cronier-Titouan pour suivre tout ce qu'il fait. Allez-y, il y avait du très bon contenu draft. Là, ça va parler Celtics sur les récents trades, on en a parlé un petit peu, ça va être très intéressant. Donc, allez écouter ça. Et puis quand Jalen Brown va partir contre Damian Lillard, là, ça va envoyer. Si vous êtes fan de Jalen Brown, écoutez vraiment. Et lisez ce que peut poster Titouan sur Twitter. Vraiment, c'est l'adorateur numéro 1 de Jalen Brown. Vous avez eu un teaser déjà dans le podcast. Le pire, c'est qu'il y a pire que moi. Au trade, il y a pire que moi. Ah oui, il y a pire. Il y a des haters de Jalen Brown. De notre côté, abonnez-vous partout, toutes les plateformes d'écoute, YouTube, Twitch, Twitter, Instagram aussi. N'hésitez pas à lâcher 5 étoiles si le contenu vous plaît, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode, et pour très vite aussi la Summer League qui arrive à grands pas. On va déjà pouvoir voir les prospects. On va pouvoir peut-être voir Chet rapidement.
On a rarement été aussi hype pour Summer League que celle-ci. Crème. Donc on se retrouve très vite. À bientôt et salut à tous. Salut.